سلام. Alors c'est une vidéo dans laquelle je vais parler de nombreux sujets. Je vais parler en particulier de la révolte des étudiants par rapport à ce que beaucoup décrivent comme un génocide à Gaza. Je vais essayer d'expliciter la vision du monde de la Russie selon Poutine et pourquoi en fait il réagit invariablement de façon très calme à toutes les provocations, y compris Crocus, y compris Nord Stream, y compris le pont de Kerch, y compris les attaques à Belgorod. Et en substance, pour Poutine, l'important c'est que comme le fruit occidental est complètement pourri, il faut essayer de s'en séparer, de s'en éloigner au maximum, puisque maintenant il n'a plus d'espoir. En fait, c'est l'empire du mensonge gouverné par des vampires et des cannibales, et que le système s'effondre de lui-même, et il veut pas que la Russie participe à cet effondrement d'aucune manière. Donc d'où ce système d'attrition. Évidemment, c'est pareil pour tous les pays qui se rapprochent de la position russe, qui a été le premier à avoir véritablement le courage de s'opposer à l'Empire. Alors d'autres avaient essayé avant, la Libye de Kadhafi, l'Irak, même d'une certaine manière la Yougoslavie, ou d'autres pays ont tenté, entre guillemets, d'avoir leur propre voie, leur voie autonome et indépendante. On sait qu'ils ont été massacrés et détruits, et uniquement pour être massacrés et détruits, pas du tout pour y apporter une quelconque démocratie qui n'existe que dans les contes de fées, F-E-E-S, et évidemment contes C-O-N-T-E, ou S, C-O-N-T-E, et pas du tout les contes comme la comptabilité des faits, puisque quand on fait la comptabilité des faits, que ce soit en Irak, en Syrie, en Yougoslavie, en Libye et ailleurs, on voit que le monde du mal, l'empire du mal, il est chez nous. Donc je parlerai également évidemment de Pfizer triomphal avec l'acquisition d'une société qui va les aider à faire une nouvelle fortune avec le traitement des turbo-cancers. En fait, c'est pas des traitements, c'est la biologie génétique, entre guillemets, ou la biologie de synthèse, enfin appelez ça comme vous voulez. Et donc ce sera les mêmes promesses, les mêmes fausses études, évidemment les mêmes résultats catastrophiques, mais tout le monde se laissera embrigader là-dedans avec le même faux espoir. Et je vous rappelle d'ailleurs très rapidement ce film avec Will Smith, où il est un savant qui pense avoir résolu le problème du cancer, et avant que les études soient terminées, eh bien on injecte la terre entière comme on le fait avec les enfants, c'est-à-dire que les enfants dans plein de pays du monde sont massivement injectés dès leur plus jeune âge avec des vaccins pour des maladies a priori qui les concernent pas, mais tout le monde trouve ça normal. Alors aujourd'hui, on a dans les médias des gens qui trouvent étonnant qu'on ait vacciné avec des vaccins inutiles alors que le vaccin ne propageait pas de la propagation, etc. Comme tous les vaccins d'ailleurs. C'est pas le rôle du vaccin. Puisque le rôle c'est d'apprendre à un corps à se défendre contre le vaccin. Vous pouvez pas apprendre aux autres corps. C'est pas parce que votre corps apprend à faire quelque chose que les autres corps vont apprendre. Donc le virus il est là et il est pas pris en otage par votre corps quand il est dans votre corps. Donc il va continuer à se propager. Donc de toute façon c'était pas logique, c'était pas compréhensible. Tout le monde a essayé de le dire, mais ça fonctionnait pas. Donc j'évoque ça, j'évoque Greta Thunberg, j'évoque l'Eurovision, j'évoque également la censure au sein de la résistance, la haine au sein de la résistance, et les gens qui sont sous les spots des héros, des gens fort sympathiques et que personne ne pourrait soupçonner, qui sont acclamés, etc. Alors que derrière la lumière, ce sont des personnes odieuses, méchantes, vindicatives, et qui ont un agenda qui va contre les intérêts de l'humanité, et qui petit à petit vont être, je l'espère, complètement démasqués. Mais vous savez, c'est très compliqué d'accepter de perdre un héros.
Donc quelqu'un qui est devenu un héros, c'est très difficile d'imaginer qu'en fait vous avez été trompé et trahi, surtout quand vous n'en avez plus beaucoup et que vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Mais il se trouve que tous les personnages qui sont médiatiquement acceptables dans les différents médias, invariablement, vous pouvez en être sûr, ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des zéros, ce qui serait déjà pas mal, ce sont des gens hyper négatifs, hyper sombres, hyper dangereux. Donc voilà ce que vous découvrirez dans cette vidéo. J'espère que vous prendrez du plaisir à la regarder, que vous allez dès maintenant mettre un like, que vous penserez à la partager, que vous penserez à la commenter et surtout que vous penserez à rentrer en contact direct avec moi, soit dans vos commentaires, soit en m'envoyant des emails. Vous verrez sous la vidéo, je vais mettre des petits textes avec des emails ou mon Substack ou le moyen de rentrer en contact et de m'aider. Mais je ferai la même chose dans les commentaires de la vidéo. The crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, но по некоторым компонентам... Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez ? Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas tout coutume, je commence cette capsule en vous rappelant que pour lutter contre les algorithmes, contre la censure dont je parlerai un peu, c'est important que vous likez aussi vite que possible, que vous partagiez cette vidéo, que vous la commentiez. Mais je ne suis pas que sur YouTube. J'ai aussi un compte X sur lequel je suis particulièrement actif, qui a été censuré un temps, puis qui m'a été redonné, qui a eu une période d'allégresse entre guillemets, puisque pendant quasiment 2 mois, je faisais plus de 50 millions de vues par mois. Ça veut dire que ce que j'écrivais avait beaucoup d'impact. Manifestement, ça n'a pas plu à certains, à des organisations privées ou parapubliques, puisque j'ai été considérablement attaqué. Et maintenant, les algorithmes sont très faibles, puisqu'en fait, les algorithmes sont en ligne avec les règles imposées par les États et qui font que si quelqu'un est soupçonné, entre guillemets, d'être susceptible de proférer des propos de type haine en ligne ou qui pourraient déplaire à certaines communautés, en fait, il va être isolé dans des silos de plus en plus étroits. Et donc, ce qu'on appelle souvent les trolls, mais là, ce sont des trolls malins,
agissent, mais c'est vrai également sur YouTube, pour faire en sorte que les algorithmes, même si tout le contenu de la vidéo est parfaitement légal et parfaitement autorisé, rendent la vidéo visible par un nombre très restreint de personnes. Par ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, quand on a un contenu alternatif, quand on a un contenu clivant, quand on prend des positions qui ne sont pas celles des grands médias, des grandes entreprises, en fait tout ce petit monde appartient aux mêmes personnes. J'ai pas besoin de vous rappeler l'existence de sociétés comme BlackRock, Vanguard et autres, mais donc qui possèdent directement ou indirectement la plupart des grands annonceurs mondiaux, la plupart des réseaux sociaux mondiaux, et ces gens-là font évidemment la pluie et le beau temps. Donc quelqu'un qui est critique sur l'IVG, sur le prosélytisme transsexuel, sur toutes les formes de prosélytisme comme on a vu à l'Eurovision, mais également le prosélytisme sioniste extrêmement fort qu'on a dans énormément de médias, dans lesquels on oublie la plupart du temps d'évoquer le sort des civils palestiniens et des enfants, et parmi les civils, des femmes qui sont torturées par manque de produits d'hygiène et de soins si jamais elles avaient la moindre infection. Et là, je parle aux femmes qui regardent, parce que moi, je suis un homme, donc je suis pas concerné par ces problèmes, mais vous pouvez imaginer ce que vivent les femmes palestiniennes qui n'ont aucun produit pour leur hygiène, pour leurs soins. C'est complètement inimaginable, mais personne n'en parle. Et tout ça n'arrive pas ou arrive véritablement au compte-gouttes, sachant qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui souffrent au quotidien. Est-ce que ça a à voir avec la volonté de dépopulation massive, avec un nettoyage ethnique, avec ce que certains appellent un génocide? Je ne sais pas. Donc évidemment, quand je prends ces positions, eh bien je suis inéligible pour recevoir de la pub, donc des revenus de pub. Et c'est pour ça, je vous le disais rarement depuis un certain temps, parce que je pensais que naturellement un certain nombre d'entre vous alliez vous mettre sur PayPal et faire des dons à ce compte, ou alors aller sur mon Substack, donc ma lettre d'information, et prendre des abonnements payants, mais malheureusement ce n'est pas beaucoup le cas. Et ça rend les choses difficiles puisqu'il n'y a pas de revenus sur X, il n'y a pas de revenus sur YouTube. Et je produis dans ces lieux des contenus, mais pour lesquels je n'ai aucune forme de rétribution. Donc si vous pouvez y penser, ce serait véritablement sympa. Donc je n'aime pas demander, c'est pas ma nature, mais à partir du moment où j'y passe l'essentiel de mon temps, eh bien c'est bien normal que si vous pouvez compter sur moi pour me battre au quotidien et pour avoir un rôle particulier par rapport au message que je porte, eh bien permettez-moi également d'espérer pouvoir compter sur un certain nombre d'entre vous. C'est essentiel pour pouvoir continuer, pas dans de bonnes conditions, parce que vous imaginez bien par rapport à ce qu'a pu être ma vie avant et ce qu'elle est devenue depuis que je prends les positions que je prends depuis maintenant quelques années quotidiennement, tout ça est très différent et évidemment ça a des conséquences sur tous les aspects de ma vie et je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas du tout jouer les victimes. Tous les choix je les ai faits et je les assume et j'en suis fier. Et évidemment, je vais continuer parce que ça me paraît essentiel, surtout dans la période actuelle. Donc, je vous remercie. Dans cette capsule, en fait, je vais dire quelque chose et l'idée de cette capsule, c'est finalement ce qu'on ne choisit pas, c'est ce qui fait ce que l'on devient. Et c'est véritablement une phrase qu'on me disait tout le temps, alors sous différentes formes, si les petits cochons te mangent pas et que les grands te laissent en paix, on pourra faire quelque chose de toi. Enfin, bref, des dizaines de phrases, vous savez, qu'on vous dit quand vous êtes enfant ou adolescent. Et c'est comme les contes de fées, c'est comme le Petit Prince, c'est comme même la Bible. Toutes ces choses, on vous les lit et parfois vous le faites avec plaisir, parfois vous vous sentez un peu contraint. Mais quand vous y revenez, des mois ou des années après, ou Jonathan Livingstone Le Goéland, ou Inconnu à cette adresse, ou
tellement de choses ou de films qu'on peut voir. Et avec le temps, en fait, on comprend ce que ça veut dire. On mûrit. Et c'est de toute façon un processus qui est long. On peut faire des erreurs sur le chemin, on peut faire des mauvaises rencontres, on peut faire des mauvais choix. Mais le plus important, en réalité, c'est d'essayer d'agir en permanence avec son cœur et en adéquation avec son cœur. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai passé plus d'1h30 au téléphone avec une copine. Si elle regarde cette vidéo, elle saura que je parle d'elle. Et on a beaucoup parlé de ça. On a parlé des petites mafias, des gens qui sont devenus très puissants à l'intérieur de la résistance, mais finalement une espèce de frontière entre la résistance et tout ce qui est mainstream et politiquement correct, et qui en réalité sont des personnes foncièrement malhonnêtes, qui sont là avec un agenda, mais un agenda qu'ils ne déclarent pas. Et en fait, ils sont tellement fameux, ils sont tellement vus comme des héros qu'ils en deviennent intouchables. Et c'est véritablement un des immenses problèmes, un des immenses défis qu'on a, puisqu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un certain nombre de personnes puissantes qui ont mis en marche une machine, une horlogerie relativement bien huilée, qui est décrite parfaitement dans le livre de Klaus Schwab, qui s'appelle le Grand Reset, le Great Reset, donc le grand recommencement. Et tout ce qui vient de ce livre, c'est de dire, eh bien finalement, dans une période de grand choc, dans une période de grand traumatisme, dans une période comme Emmanuel Macron le disait également, où beaucoup seraient détruits, eh bien c'est assez facile de mieux reconstruire. Et donc on voit bien que dans le monde, on a finalement deux camps qui sont diamétralement opposés. On a le camp des Russes et des Chinois, plus largement des BRICS, mais restons uniquement sur les Russes et les Chinois, et peut-être principalement sur les Russes, où on sait qu'ils ont une puissance militaire qui est énorme, ils ont un patriotisme des citoyens qui est très grand, ils ont une foi dans leur pays et dans la religion orthodoxe qui est véritablement importante. Donc c'est la fille aînée de l'Église, hein. Les Russes ne sont pas, c'est la Sainte Russie. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de brutalité? Pourquoi est-ce qu'ils laissent invariablement les lignes rouges être cassées les unes après les autres? Et c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi cette patience? Eh bien, c'est simple. Les Russes, contrairement à beaucoup de personnes dans la résistance, enfin, je parle de chefs d'État, russes et chinois, ils pensent que les institutions mondiales, de toute façon, si elles ont des problèmes, ce n'est pas à cause de l'institution elle-même, c'est de la manière avec laquelle elle est pervertie. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour le serment d'Hippocrate avec l'ordre des médecins, c'est vrai pour le serment de Munich, c'est vrai d'une façon générale, absolument pour tout. On peut pervertir les institutions, on peut pervertir les Nations Unies, on peut pervertir l'Organisation mondiale de la santé, comme on peut en faire un outil magique. On peut pervertir la République française et on peut pervertir la présidence de la République française, on peut pervertir le Conseil constitutionnel, tout est possible. Mais l'outil en soi a été bien pensé. La Constitution américaine, par exemple, a été bien pensée. Premier amendement sur la liberté de penser, deuxième amendement sur la liberté d'avoir des armes et de les utiliser si un tyran voulait priver les citoyens de la liberté de penser. On voit bien dans tous les pays où les lois sont faites pour interdire aux gens de s'exprimer librement, on essaye de leur retirer les armes, justement, pour éviter qu'un jour, ils prennent conscience qu'une tyrannie est en train de se mettre en place avec les étapes du crédit social, du crédit universel et finalement d'une forme de transhumanisme avec la disparition de l'essentiel de l'humanité et puis finalement, à la fin, la disparition de l'entièreté de l'humanité. Puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a plus de genre, donc à partir du moment où une espèce n'a plus de genre, eh bien, on sait qu'il risque d'y avoir des gros problèmes de natalité
à moins que tout ça se fasse complètement artificiellement et on revient à la case transhumanisme et à la fin, ça disparaît en tant que véritable humanité. Et donc les Russes se disent, eh bien, ces institutions, en réalité, elles sont imparfaites à cause des personnes qui sont à l'intérieur. Mais on ne veut pas créer un chaos à croire qu'on va faire mieux. De la même manière qu'on ne veut pas créer un chaos avec les monnaies. Le dollar est critiquable et j'en ai longuement parlé dans une vidéo sur une chaîne québécoise, mais le dollar est peut-être critiquable, mais il a une utilité. Le problème, c'est la manière avec laquelle ce dollar devient une arme de destruction massive, une arme d'appropriation massive du monde. Et je reviendrai peut-être un peu plus tard dans cette capsule là-dessus pour expliquer ce que je veux dire par là de façon plus détaillée. Mais en tout cas, les Russes ne veulent pas le chaos. Ils ne veulent pas tout détruire. Qu'est-ce que disent les Russes? Ils ont, eux, une économie saine. Ils ont un pays sain dans lequel il n'y a pas de prosélytisme qui sort de la nature humaine. Donc, et la nature humaine, c'est un homme, une femme qui se mettent ensemble et qui conçoivent un enfant et qui l'élèvent en couple ou éventuellement séparés. Tout ça peut arriver. Mais c'est ça, depuis l'origine des temps, donc c'est Adam et Ève si vous voulez. Donc c'est ça, la femme étant une matrice à l'intérieur de laquelle l'enfant va passer un certain nombre de mois, puis il va sortir de sa maman, mais il est vivant dès le début en fait. C'est un organisme vivant qui a une forme d'autonomie quasiment dès sa conception. Et même avant sa conception, puisqu'en fait, ce qui va être lui-même, pas longtemps avant sa conception, bien que la femme ait tous ses ovules quasiment prêts immédiatement en elle, ils sont plus fabriqués en fait, elle a un stock. Donc voilà, il y a une loterie, mais en réalité, tout a été préparé à l'avance. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la Russie est un pays qui est sain. Alors, il est critiquable, il n'est pas parfait. Pourquoi? Principalement parce qu'il est extrêmement attaqué. Il est attaqué de l'intérieur et de l'extérieur depuis toujours. Idem, dans cette capsule, je ne vais pas faire le détail de ça. Mais ce qu'on voit bien, c'est que en fait, ce pays dans lequel il n'y a aucune tyrannie, il n'y a qu'une méfiance, mais une méfiance vis-à-vis des gens qui essayent d'instrumentaliser de l'extérieur et de l'intérieur pour créer le chaos qu'on est en train d'observer se déroulant en Géorgie, ou de la même manière, chaos qu'on observe pour essayer de faire des changements de régime régulièrement dans les pays d'Afrique, dans certains pays d'Amérique du Sud ou même le Mexique, enfin partout entre guillemets, l'empire du mensonge ou l'empire des cannibales et des vampires, comme dirait Poutine, essaie de prendre le contrôle de tous les pays du monde. Et ils ne réussissent pas à prendre le contrôle de la Russie depuis que Poutine est là. Ils étaient en train de prendre le contrôle avec la période Helsinki, mais finalement dans une pirouette en 1999, Helsinki a démissionné, il a donné le poste par intérim à Poutine, ce qui a surpris tout le monde, mais personne ne savait trop qui était Poutine. Le candidat qui était privilégié pour les élections de 2000 était plutôt Medvedev. Donc l'État, entre guillemets, international a réussi à imposer à Poutine Medvedev comme Premier ministre, mais on sait que depuis quelques mois, en fait, Medvedev a été un petit peu placardisé et Vladimir Poutine, maintenant, avance tranquillement son programme, qui est un programme de consolidation en tout de la Russie. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il vient de changer de ministre de la Défense. Donc il a remplacé le fidèle Shoigu. Donc il lui a donné l'honneur de monter devant l'armée pour le défilé du 9 mai dernier, donc il y a quelques jours. Puis maintenant Shoigu est remplacé par le numéro 2
derrière le Premier ministre Mishustin, qui est un économiste, et qui devient ministre des armées. Alors c'est important parce qu'en fait, dans les armées, comme pratiquement dans tous les pays du monde, il y a le ministre, mais qui gère l'administration de la défense, donc c'est essentiellement les achats, les équipements, etc. Donc il y a une vision sur la stratégie, mais plus en tant que relais entre le chef d'état-major et le président. Mais réellement, c'est Gerasimov qui est le chef d'état-major de l'armée, qui est le chef opérationnel de l'armée, et lui reste en place. Donc c'est lui qui dirige, entre guillemets, les différents fronts militaires, mais également la préparation, le recrutement, etc. Et le ministère gère, entre guillemets, le côté politique de tout ça, l'intendance. Et on sait, puisqu'il y a eu le numéro 2 d'ailleurs au sein du ministère de la Défense qui vient d'être arrêté, qui a été arrêté pour des soupçons de corruption, et donc quelque part Vladimir Poutine décide de mettre un monsieur propre à la tête du ministère de la Défense parce que il est temps d'assainir tout ça. Aujourd'hui, la Russie, depuis quasiment 2 ans, mais en réalité depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'on voit les résultats incroyables en termes de missiles hypersoniques, est en économie dans laquelle la guerre est importante. Et si on reprend les premiers discours de Vladimir Poutine, dès qu'il est élu président, on sent qu'il veut développer l'armée. Et donc, la guerre aujourd'hui est une réalité. Elle est hybride, donc elle est militaire sur le front d'Ukraine, mais elle est hybride sur tous les autres fronts. C'est une guerre sur les réseaux sociaux, une guerre sur les sanctions, une guerre sur tout ce qui est LGBT+, et transsexualité, une guerre véritablement également dans le domaine du sport avec le boycott des Russes des Jeux Olympiques de Paris, sachant que les athlètes russes peuvent éventuellement espérer participer aux Jeux Olympiques, mais ils n'auront pas le droit de défiler. Et pour participer, souvent, on va leur demander d'écrire une lettre comme quoi ils ne soutiennent pas du tout la politique de leur pays, en particulier sur le terrain de l'Ukraine. Et éventuellement, même, on rajoutera à ça Navalny et tout ce que vous voulez. Donc, il y a ce fait que quand on est en guerre, on a une économie qui est organisée pour faire face. Donc, système bancaire adapté pour éviter des conséquences trop fortes du SWIFT. Et les Russes avaient bien anticipé ça depuis 2014, mais même avant. Et donc, ils ont un système bancaire MIR qui permet aux Russes, quasiment du jour au lendemain, de continuer à avoir des cartes de crédit, accès à leur compte. Alors, ça a été un petit peu difficile. Il y a eu une période troublé vers février, mars, avril, il faut pas se cacher, c'était une période tellement violente que un certain nombre de personnes avaient décidé d'ailleurs de quitter la Russie. Aujourd'hui, ils regrettent et la plupart aimeraient bien revenir parce qu'en fait, ils réalisent que finalement l'herbe est loin d'être plus verte ailleurs, au contraire. Et puis surtout, ils constatent que la Russie est loin d'être isolée. Pour les Jeux de Kazan qui auront lieu avant les Jeux Olympiques d'été à Paris, il y a plus de 60 délégations qui ont confirmé leur présence. Et même si Emmanuel Macron a essayé de convaincre Xi Jinping de ne pas participer aux Jeux de Kazan, il n'y est pas parvenu. Et s'il a essayé de convaincre Xi Jinping de faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il y ait une trêve de Jeux Olympiques, il n'y est pas parvenu non plus. C'est assez ridicule d'oser parler d'esprit olympique et donc de trêve olympique quand on est celui qui boycotte et qui interdit. Vous savez, dans l'histoire, à part finalement les Jeux Olympiques de 36, et c'était un dictateur qui était au pouvoir à ce moment-là, on n'a pas vu véritablement de schéma équivalent. Parfois, on avait des pays qui refusaient d'aller dans d'autres pays, mais c'était pas le pays d'accueil qui refusait d'avoir des pays qui venaient. Donc il y a une invention avec la Russie qui était la notion de punition collective. Donc il y aurait eu des athlètes ou autres
en Russie qui auraient été dopés. Et donc tout a commencé comme ça. Et en fait, ça fait quasiment 15 ans que les Russes sont interdits de Jeux Olympiques. Donc ils ne peuvent pas y briller. Donc pour leurs athlètes, c'est vrai que c'est un peu démotivant parce que le rêve d'athlète, que ce soit en natation, en athlétisme ou dans la plupart des sports, c'est cette médaille olympique. Et évidemment, les télés font tout pour faire en sorte que ça le reste. Un peu comme la Coupe du Monde de football. Donc on sent bien cette âme du sport. Et ça avait été pareil d'ailleurs pour la Coupe du Monde de football, où en 2018, elle était en Russie et l'équipe américaine avait été très vivement incitée à ne pas s'y qualifier. Et ça a été tellement ridicule que pour y parvenir, ils ont dû perdre entre autres contre des très très mauvaises équipes. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'idée c'était que les chaînes de télé ne montreraient pas cet événement et les gens ne se rendraient pas compte à quel point la Russie est un beau pays accueillant, moderne, dans lequel il y avait même plein de McDonald's, tous les produits américains dans les magasins, des produits français, le luxe, la mode, enfin véritablement extrêmement comparable à nous. Mais pas comparable en tout, comme je disais déjà plusieurs fois, pas de prosélytisme LGBT+, pas de transsexualité, pas une volonté véritablement d'en finir avec la corruption, et la 5e colonne, ce qui d'ailleurs ont été les missions qui ont été attribuées dès sa nomination à Mishustin quand il a remplacé Medvedev. Et d'ailleurs, il s'y emploie à tel point que pour la première fois, la Russie est le premier grand pays dans lequel il y a commencé une décision non seulement de montrer une proximité et de l'afficher avec l'Iran, mais également d'être en défiance vis-à-vis d'Israël, puisque au moment maintenant du Conseil de sécurité des Nations Unies, quand l'ambassadeur israélien va parler, les Russes sortent de la salle, ils ne veulent plus l'entendre. Ils considèrent par là même que c'est véritablement inutile d'écouter quelqu'un qui parle de la sorte, puisque chaque propos, d'ailleurs, pour quelqu'un qui a eu du bon sens et qui a un minimum d'intégrité humaine, sont inaudibles, inacceptables, monstrueux. Et d'ailleurs, vous savez, il y a eu un vote en assemblée plénière aux Nations Unies pour demander au Conseil de sécurité de reconsidérer le veto américain. Donc en l'occurrence, c'était adressé aux États-Unis pour leur dire, écoutez, reconsidérez votre veto, il faut absolument la solution à 2 États et il faut reconnaître un statut d'État plein et entier à la Palestine. Et le vote a été éminemment favorable puisque 143 pays ont voté pour. Quelques pays ont voté contre, en réalité 9, dont les États-Unis, l'Ukraine, l'Argentine, et sinon des petits pays anecdotiques, et une vingtaine de pays se sont abstenus. Je ne vais pas vous faire la liste, mais allez regarder, c'est toujours intéressant de voir comment les pays agissent sur ces questions-là. Sachant qu'un certain nombre de pays ont voté pour, en sachant que ça n'avait aucune importance, parce que la décision des Américains étant clairement de faire un veto, c'était presque astucieux de faire savoir qu'en fait ils votaient pour, mais pour continuer à être vu comme un pays entre guillemets moral et qui avait de la considération pour le sort des Palestiniens qui meurent par dizaines de milliers. Donc tout ça pour dire que les Russes sont très fermes. On a même eu des informations selon lesquelles, depuis quelque temps maintenant, les avions russes sont en état d'alerte maximum et les radars russes en cas d'attaque par avion vers l'Iran. Et puisqu'il y avait des bruits qui couraient, comme quoi le gouvernement Netanyahou envisageait d'envoyer une bombe nucléaire par avion, donc par bombardier sur l'Iran, et ce qui veut dire qu'en fait les Russes considéraient de leur devoir d'intercepter une telle attaque si elle avait lieu.
Et on sent que maintenant, ils agiront également, si ça avait comme cible la Syrie, puisqu'on a vu les conséquences de l'attaque d'Israël sur le consulat iranien, où il y avait eu plus d'une dizaine de morts, dont des hauts gradés des gardiens de la révolution islamique d'Iran, et qui sont régulièrement la cible, puisque Soleimani, leur chef, avait été tué. Ça avait d'ailleurs été une des dernières actions de Trump par un drone alors qu'il était en Irak. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'Irak et l'Iran, qui sont tous les deux des pays chiites, sont véritablement proches les uns des autres. Et ce sont des personnes comme Soleimani ou des ambassadeurs qui, en permanence, tissent, entre guillemets, des liens étroits dans cette région pour créer une alternative aux géants, à l'ogre américain. Donc les Irakiens, depuis longtemps, demandent aux Américains de quitter leur pays. Évidemment, ils pourraient le quitter, mais tout en continuant à garder évidemment le contrôle total sur l'énergie produite en Irak. Et ils font d'ailleurs, et peu de personnes le savent, exactement la même chose en Syrie, puisqu'à peu près le tiers du territoire syrien, donc la zone pétrolière et la zone agricole, est toujours contrôlée par les États-Unis, qui contreviennent à tout le droit international. Et évidemment, à moins de partir en guerre contre eux, eh bien, pour l'instant, comme je le disais au début, les Russes laissent faire. Pourquoi ? Parce que les Russes sont persuadés que le système occidental est complètement perverti et pourri de l'intérieur, et comme un fruit pourri, il va s'effondrer de lui-même. Et donc, ils n'ont pas besoin de participer à cet effondrement, ils ont juste besoin d'être patients suffisamment longtemps, sans prendre de risques pour eux-mêmes. Donc sans prendre le risque d'une révolution de couleur, ou sans prendre le risque d'avoir une ville comme Moscou à la merci d'une bombe nucléaire. Alors sachant tous les armements qui sont présents dans l'Adriatique, dans la mer du Nord, Pologne, Allemagne, France, évidemment les États baltes, on sait que cette région est une poudrière. Mais pour l'instant, le risque n'est pas avéré et les Russes ont veillé à ce que ce risque ne soit pas avéré. Et par ailleurs, les Russes ont, au cours des dernières semaines et des derniers mois, montré tout ce qu'ils mettaient en œuvre pour véritablement organiser la dissuasion nucléaire. Donc ils ont fait des exercices avec des armes nucléaires réelles, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié l'opportunité, enfin, qu'ils vont chercher ça dans des entrepôts, ils mettent les ogives nucléaires sur les missiles, etc., puisque c'est pas tout le temps le cas. Donc ils ont vérifié le niveau d'opérabilité de leurs forces nucléaires selon les armées. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de la même manière que des tests de missiles balistiques, des tests avec des sous-marins, tous les types de tests, donc avec les bateaux, sont mis en œuvre. Et depuis 2 ans, le système de défense russe S-400, et là bientôt le S-500 va sortir, il y a déjà un S-400+, et qui est le seul système antimissile hypersonique, est produit à une cadence de guerre. C'est-à-dire que les Russes sont véritablement en train de créer un bouclier contre tous les missiles balistiques nucléaires qui pourraient être envoyés sur leur pays. C'est-à-dire que ce que les Russes disent de facto, c'est que plus le temps passe, plus leur pays va être complètement protégé en cas de guerre nucléaire, et on sait que les Chinois font exactement la même chose, mais de façon plus confidentielle. Mais j'avais mis par exemple sur X récemment, c'était une visite d'usine, et donc quand les Chinois montrent ça, c'est toujours un message, et dans laquelle il y avait la production de missiles hypersoniques à la chaîne. C'est-à-dire que tout ça était entièrement robotisé, quasiment robotisé, c'est-à-dire que toutes les composantes étaient construites à la chaîne et il y avait que quelques détails qui étaient faits à la main. Et ce qu'on découvrait, c'était qu'ils construisaient les missiles dans une seule usine plus vite que la France ne sait construire d'obus. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment l'âge des cavernes. Sachant que l'armée chinoise, c'est 25 millions de soldats, l'armée russe, c'est 1,5 million.
l'armée française a tout cassé, 50 000 ou 100 000 soldats véritablement opérationnels et d'infinies difficultés pour en recruter. Mais revenons en arrière. Donc moi, quand je vous dis tout ça, et une fois, 2 fois, 10 fois, que je le répète, ça me pose aucun problème. Et comme je dis, vu l'intérêt de mon compte pour les vidéos, pour les tweets, pour les lettres, mais je suis encouragé. Et encore une fois, si vous voulez véritablement aider, ça m'encouragera encore plus. Ça ne changera pas ce que je dirai, puisque c'est pour ça que tous mes contenus sont tout le temps gratuits. Il n'y a pas de contenu réservé uniquement pour les abonnés payants. Non, c'est idéal. Tout le monde peut voir. Je considère que l'information est gratuite et qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement de difficultés financières qu'il ne faut pas leur en rajouter pour l'accès à l'information, puisque sinon l'information gratuite c'est la télé et c'est de la merde. Donc j'ai pas mal de copains qui font ça de façon payante et je les comprends, parce que quand je vois l'égoïsme des personnes qui regardent et surtout les personnes qui auraient les moyens de faire un effort et qui le font pas, je trouve ça un peu triste. Mais je le comprends. Donc je continue à agir de la même manière parce que je comprends tout. Je pense que au cours des années, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été très décevantes, qui ont été aidées, mais qui n'ont pas été dignes de cette aide, au contraire. Mais la sensation, et je vais regarder un peu des notes pour la suite de la vidéo, tu sais, je voudrais rappeler pourquoi ce sentiment, en fait, il commence à être véritablement important. On observe tous autour de nous des gens qui sont las. Après la période Covid, après tout ce qu'on nous a dit sur le climat, après l'inflation, l'Ukraine, le stress, vous savez, il y avait plus de moutarde, il y avait plus de papier toilette, il y avait plus de machin, enfin toutes ces choses-là. Et maintenant, ce qui se passe en Palestine, et les dizaines de milliers de morts, et les enfants amputés, et les enfants et les femmes qui n'ont pas de produits hygiéniques, et les personnes âgées en Cisjordanie qui voient leur maison être détruite, et les inondations quasiment partout, y compris en Afghanistan avec des centaines de morts, mais aussi au Brésil, en Indonésie. Véritablement, partout, on a l'impression qu'on est submergé de catastrophes. Et donc, c'est lassant. Donc, les personnes se disent, autant regarder l'Eurovision, autant regarder les matchs du PSG, autant regarder la Star Academy ou je sais quoi encore, parce qu'au moins, voilà. Et puis, penser aux vacances et penser printemps, comme le disait Macron. Et il y a des personnes qui pensent l'inverse, mais qui ont l'impression de prêcher dans le vide. Donc, on se rappelle, pour ceux qui ont vu, quelqu'un qui s'appelle Aaron Bushnell et qui a décidé de s'immoler par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington. Eh bien, pratiquement aucun grand média n'en ont parlé. Ou au contraire, ils ont essayé de lui trouver tous les défauts du monde, l'instabilité du monde. Et comme ils trouvaient rien, au contraire, eh bien, ils ont décidé de pas en parler. Mais Aaron Bushnell avait laissé tout un texte dans lequel il expliquait son acte et il disait, voilà, moi je suis un militaire américain et les États-Unis sont à 100% aux côtés d'Israël, avec notre armée, avec nos armes, avec nos conseils, avec notre argent, avec nos médias, avec notre diplomatie. Et j'ai l'impression de faire partie de cette machine qui participe à ce qu'il décrivait comme un génocide à Gaza. Et donc je ne peux pas vivre pour ça, et je vais faire un acte qui finalement n'est rien par rapport à la douleur et par rapport à ce qu'est la vie des Palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie. Et il s'est mis le feu et il est mort. Et donc la scène était complètement incroyable, puisqu'il y avait même un agent américain qui était là pour la surveillance et qui, alors qu'il était en train de mourir, pointait une arme sur lui, alors qu'il était manifestement inoffensif, qu'il avait aucune mauvaise intention contre personne. Il avait juste décidé de se donner la mort pour faire passer un message et puis pour en finir avec sa vie, parce que ça lui paraissait impossible d'affronter la machine qui était en place, et donc il voulait pas être complice. Eh bien, il a fallu que d'autres policiers arrivent en disant « mais on n'a pas besoin d'armes pointées sur lui, on a besoin d'extincteurs ». Donc c'est juste pour vous dire la logique
les gens qui parlent, les gens qui s'expriment, les gens qui se mettent en danger, en fait, s'ils le font avec leur cœur, s'ils le font avec leur âme, avec leur tripes, ils sont considérés comme pire, entre guillemets, que des terroristes. Parce que les gens qui touchent avec leur cœur, les gens qui parlent avec leur cœur, évidemment, sont reçus comme porteurs d'une certaine vérité, ou en tout cas d'un message auquel il faut être attentif. Et quelques semaines plus tard, on a eu un autre cas, également très sympathique, quelqu'un qui s'appelle Max Azzarello, et qui lui s'est immolé devant la Cour de justice de New York, où se déroule le procès de Donald Trump. Alors, il s'est pas immolé en solidarité avec Donald Trump, mais d'une certaine manière, il s'est immolé contre l'empire du mensonge. Un empire du mensonge pour lequel, selon lui, quasiment tous les acteurs, alors évidemment, dans toutes les traces qu'il a laissées, qui ont été très vite effacées dans les jours suivants, on avait des dossiers sur les différentes affaires qui ont défrayé la chronique, dont quelqu'un qui est censé s'être pendu dans une prison, Epstein, et plein d'autres dossiers. Et donc lui, il parlait de la pyramide de Ponzi du mensonge. Et c'est intéressant parce que vous savez, la pyramide de Ponzi, c'est vous avez des premiers clients qui réussissent à croire aux bêtises que vous leur avez vendues, qui vous donnent de l'argent, puis ces clients qui vous ont donné de l'argent vous permettent d'en recruter d'autres parce que vous en avez des premiers. Avec l'argent des autres, vous allez donner l'impression aux premiers qui gagnent beaucoup d'argent et donc que ça marche. Donc ils vont devenir vos publicitaires qui vont attirer d'autres personnes avec lesquelles vous allez rémunérer et vous avez besoin sans cesse de retrouver, d'avoir un nombre quasiment exponentiel de personnes qui font confiance dans votre arnaque. Et dès que le nombre de personnes qui sont assez crétins pour croire que vous avez inventé la pierre philosophale financière cesse de venir, la pyramide de Ponzi s'écroule et tout le monde a perdu tout son argent. Eh bien, c'est pareil pour les mensonges et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a eu des mensonges sur la conquête de la Lune. On a eu des mensonges sur le World Trade Center, le 11 septembre, peu importe. On a eu des mensonges sur les armes de destruction massive. On a eu des mensonges sur les couveuses en Ukraine. On a eu des mensonges sur l'origine du Covid. On a eu des mensonges sur l'efficacité des vaccins. On a eu des mensonges sur l'existence ou non d'effets secondaires. On a eu des mensonges sur la réelle situation dans le Donbass et les accords de Minsk, et qui avaient respecté ou pas, ou comment ils avaient été instrumentalisés. On a eu des mensonges sur le fait que les Russes, bien avant leur opération spéciale, et en fait depuis quasiment la fin de l'URSS, avaient dit « Vous ne devez pas venir, depuis toutes les preuves sont sur le papier, vous ne devez pas venir dans notre direction ». Mais évidemment, l'OTAN n'a jamais respecté ça et il continue avec l'Ukraine parce que c'est une forme de provocation, comme la pyramide du mensonge, de tous leurs mensonges, y compris la conquête de la Lune. On se rappelle tous de l'intelligence artificielle de Google, qui dans un salon sur l'intelligence artificielle en Russie répond à une question posée par les programmeurs à propos des images et des films d'Apollo 11, que tout ça est faux, que rien n'est vrai, que ça ne correspond pas à la réalité, que ce sont des fausses images. Et Poutine qui dit intéressant. Et donc, toutes ces questions se posent quand on voit aujourd'hui, 20 ans après, avec les progrès des matériaux, avec les progrès informatiques, avec les progrès des carburants, avec tous les progrès, on n'est même pas capable d'envoyer convenablement un petit vaisseau qui va allunir et qui va libérer un autre petit vaisseau qui va se balader sur la Lune. Parce qu'il faut savoir que la gravité de la Lune est peut-être plus faible, mais la Lune se déplace dans l'espace à grande vitesse, etc. Et donc un vaisseau qui arrive sur une Lune qui se déplace, alors il y a beau pas avoir d'atmosphère, il y a quand même une gravité. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Donc il y a un choc au moment de l'atterrissage sur la Lune. Et le redécollage, je vous en parle même pas, puisque vous voyez bien, pour faire décoller un vaisseau de la Terre, toute la complexité qu'il faut. Il faut une base de lancement, il faut vraiment beaucoup de circonstances.
Alors, à moins d'installer le même type d'équipement, même un peu plus faible, vous voyez que c'est compliqué. Mais avoir 2 personnes ou 3 personnes dans un petit vaisseau qui va devoir décoller de la Lune, retrouver très précisément un autre vaisseau qui se balade autour de la Lune, puis s'accrocher à lui, puis repartir dans l'espace, c'est absurde. Quand vous voyez la difficulté, même avec la navette spatiale qui était quand même un peu comme un avion de l'espace, de le faire, alors vous imaginez dans les années 60. Enfin bref, on nous a menti sur tout. Tout le temps, et donc la pyramide du mensonge est sur le point de s'écrouler. Et donc les menteurs, les gangsters qui ont acheté, qui ont imprimé un tas d'argent considérable, voudraient éviter que ça se sache. Et c'est évidemment la raison pour laquelle Max Azzarello s'est fait brûler, c'était pour mettre en avant cette pyramide du mensonge constante, et qui est un peu comme l'opium du peuple. On voit, c'est les jeux du cirque. Donc Macron, un peu en grand dictateur, il a ses jeux, et on voit, c'est une gabegie. J'ai fait plusieurs capsules et articles sur le sujet. La fameuse piscine à 180 millions d'euros, qui sera peut-être même pas finie dans les temps, et qui de toute façon pourra accueillir aucune épreuve olympique, à part des qualificatifs du water-polo et un peu de la danse rythmique en piscine, parce qu'elle n'a pas la jauge nécessaire, elle a moins de 5000 places assises, et elle ne répond pas aux critères. Elle répondra même pas aux critères pour accueillir une Coupe du Monde de natation, rien du tout. Et on peut même pas, elle est même pas flexible, c'est-à-dire qu'on pourrait même pas imaginer mettre des tribunes temporaires pour passer à 7000 ou à 10 000 ou à 15 000 pour avoir une jauge pour des compétitions européennes ou voire nationales. Ce n'est pas possible. Et donc il faudra, si on voulait réaccueillir des événements dans le domaine, redépenser des dizaines de millions d'euros, comme c'est le cas pour la structure temporaire, dans un stade de rugby couvert. Donc l'aréna de la Défense. Donc vous voyez, c'est complètement délirant. C'est-à-dire que pour avoir leurs événements, ils dépensent sans compter. Donc c'est la crise, on est censé se serrer la ceinture, il y a plein de médicaments qui sont déremboursés, il y a de plus en plus de frais dans les écoles, il y a de plus en plus de choses en fait sur la possibilité d'être au chômage, la possibilité d'avoir des formations, la retraite. Enfin, tout est fait pour prendre, entre guillemets, ce que de bonne foi les gens ont donné pendant toute la carrière pour avoir la contrepartie de soins ou de retraite ou de n'importe quoi, et ça depuis des générations, parce qu'en fait, on a des gens qui sont complètement mégalomanes et qui dépensent des milliards sans compter pour des choses auxquelles on ne comprend rien. Que sont devenus les 600 milliards d'argent du Covid? Dans quelle poche ça a fini? On ne peut même pas voir la plupart des députés français qui siègent à l'Union européenne, donc députés européens de nationalité française, ont voté contre la divulgation du contenu des contrats avec Pfizer. De toute façon, même s'ils avaient voté pour, on n'est pas sûr qu'ils les auraient montrés quoi qu'il arrive, parce qu'en réalité, ils s'en foutent. C'est comme les histoires de SMS, c'est comme tout ça. En réalité, ne faites surtout pas ce que je dis, mais laissez-moi continuer à régner. Donc c'est les doubles standards, les inversions accusatoires, double langage, tout ce que vous voulez. Voilà, les lois ne s'appliquent qu'aux faibles, les promesses ne sont valables que pour ceux qui y croient, mais pas pour ceux qui les font. Et ça dure depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme de lassitude dont je parlais au début, cette forme d'exaspération. Et on voit, mais ça se traduit, et c'est là où c'est grave, puisque il y a ces suicides dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la police, la gendarmerie, l'armée. En fait, on a véritablement ce sentiment de déshumanisation. On a déjà l'IVG, je vais pas en reparler. On travaille, enfin le gouvernement travaille sur l'euthanasie. On va avoir des nouvelles très rapidement. Est-ce que ce sera aussi dans la Constitution ou ce sera juste une loi? Et bientôt le suicide assisté, etc. Donc on a un culte de la mort. On a un culte de l'antichristianisme, donc religion de l'amour et du pardon. On a un culte de la mort, mais dès la conception de l'enfant. Et on a évidemment un culte de la mort
à tous les âges. Et tout ça, d'ailleurs, deviendra des sociétés commerciales extrêmement rentables pour un certain nombre de personnes si le système perdure, puisqu'on a 2 personnes qui disent qu'il va s'écrouler. Quand il y a un génocide comme ça, à un moment ou un autre, ça pète, c'est pas possible. Et quand, comme ce qui se passe manifestement dans certaines régions du monde. Et les statistiques sont mauvaises. Mais ce qui est incroyable, c'est que le patron de Pfizer, Bourla, pour le citer, dans toutes ces informations, il est extraordinairement fier d'avoir investi dans une boîte de biogénétique qui est spécialisée dans les cancers, et entre autres dans les turbocancers, qui est une nouveauté, c'est-à-dire c'est un nouveau mot. Donc maintenant on parle d'épidémie de cancer, on parle de turbocancer, donc des cancers qui étaient en rémission, et depuis la phase Covid, ce nombre explose. Et c'est non seulement visible, puisqu'on a tous autour de nous des gens dans ce cas-là, mais c'est évidemment statistiquement visible, à tel point que des sociétés qui sont sur les produits anticoagulants, parce qu'on a vu dans certaines autopsies véritablement des choses très troublantes. On a vu des tas de sportifs qui tombaient sur le terrain, qui étaient vraiment dans la fleur de l'âge, et on en verra vraisemblablement, on ne peut pas le souhaiter, mais pendant les JO, ça paraît assez improbable avec tous les sportifs qui vont se donner à fond, qu'il n'y ait pas des problèmes comme on a vu dans des stades ou sur des pistes d'athlétisme ou n'importe où au cours des derniers mois. Donc il y a une recrudescence des myocardies et donc des cancers. Et donc Pfizer achète pour 43 milliards de dollars cette société. Donc c'était une OPA amiable. Et donc on sent qu'il va y avoir de nouveau de la biogénétique, des traitements, des traitements génétiques, de la thérapie génique comme on dit. Donc le mot vaccin a été perverti, puisqu'en fait c'était une thérapie génique, c'est pour ça qu'il fallait donner des injections tous les 6 mois. On va avoir la même chose pour un certain nombre de cancers. Et donc on peut prévoir qu'on aura exactement le même résultat catastrophique. C'est-à-dire qu'ils vont nous annoncer que c'est génial, comme ils nous l'ont annoncé pour plein de molécules, qui après s'annonçaient même dangereuses, alors que des molécules pas chères, comme la vitamine D, la vitamine C, ou d'autres molécules qui étaient l'ivermectine, qui étaient parfaitement accessibles, elles s'étaient découragées. Ah non, mais ça c'est pour les vétérinaires, ah non, mais ça c'est pour les parasites, ah non, mais ça c'est... Et les antibiotiques, aujourd'hui, il faudrait plus les utiliser, bientôt, parce qu'en fait, ça coûte pas assez cher, et il faut passer aux anticorps monoclonaux. Alors ça coûte très très cher. Et donc, on nous explique qu'en réalité, tout ce qui était fantastique dans un temps ne l'est plus. Mais en réalité, tout ça existe, et tout ça s'est développé à cause des ondes, à cause de la malbouffe, à cause du stress permanent à la télé, à cause de la sédentarisation, à cause du fait que les gens sont de plus en plus enfermés dans des villes, qu'ils ont de plus en plus des jobs qui sont inutiles. Vous savez, quand vous avez un job et que vous vous sentez pas inutile, ou vous savez, vous avez une forme de culpabilité parce que, enfin, il y a des gens qui évidemment se sentent pas visés quand je dis ça, mais il y en a beaucoup qui comprennent exactement ce que je veux dire. Mais tout ça, ça pèse à l'intérieur. Et tout le monde n'a pas l'énergie vitale, n'a pas des passions, n'a pas toutes ces choses qui permettent de compenser, entre guillemets, toutes ces frustrations de la vie ou tout ce mal de la vie qui est injecté en nous. Alors moi, je parle souvent de miel, mais véritablement, ça vaut le coup d'étudier la problématique du miel. Mais vous pouvez faire la même chose avec les œufs, vous pouvez faire la même chose avec les poulets, vous pouvez faire la même chose avec les saumons, vous pouvez faire la même chose avec tout. Et évidemment, ce sera terrible. Et je peux déjà vous dire, avec les traitements de cancer, et d'ailleurs, il y a un film avec Will Smith, alors j'ai plus en tête le nom du film, mais où il invente, et on a vraiment l'impression d'être dans un film avec Pfizer et cette boîte de traitement contre les cancers, et donc il invente un vaccin contre le cancer. Et on voit en réalité, ça transforme l'humanité en monstres assoiffés, enfin voilà, comme des vampires, comme des morts-vivants. Et on a l'impression d'un seul coup que les séries d'Amazon ou de Netflix nous ont préparé quelque part à ce monde d'après. Un monde dans lequel l'humanité n'est plus humaine. Et il n'y a quasiment pas de survivants. Et des survivants qui doivent échapper à d'autres humains qui sont contaminés. Et vous savez bien, si vous vous intéressez,
que dans la résistance, il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes qui ont été vaccinées sont contaminantes. Et donc, il y a des personnes qui disent « Mais moi, vous savez, je suis pas vacciné et je réussis pas à trouver quelqu'un dont je tombe amoureux qui n'est pas vacciné. C'est une rareté. » Donc, au-delà du fait que, évidemment, il n'y a pas de statistiques dans ce sens, mais que ce soit dans toutes les grandes villes du monde, mais depuis longtemps, par exemple aux États-Unis, en Californie ou sur la côte Est, et c'est de plus en plus le cas, eh bien, comme il y a une homosexualité vraiment croissante, tout ce qui est LGBT, la pornographie en ligne, etc., et maintenant tout ce qui s'est passé avec les injections, il y a énormément de femmes qui passent leur vie, de leur jeunesse à leur vieillesse seules. Et tous les trucs MeToo, d'ailleurs, ont un impact là-dessus. Puisqu'en fait, les hommes osent même plus draguer de peur d'être accusés de tous les maux. Et c'est terrible. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait la volonté de détruire les spécificités. Les spécificités des femmes et les spécificités des hommes. Si vous regardez la nature, il y a les hommes émettent des hormones, ils ont de la virilité, parfois ils se battent, hein, vous avez des combats de lions, etc. pour la horde des lionnes, et les lionnes ou d'autres animaux font des danses nuptiales. On voit par exemple le paon, le mâle, hein, donc et qui essaie de séduire la femelle et de l'attirer, donc par ses muses, par son parfum, par son intelligence, par son talent au piano, et réciproquement. Donc par une manière de s'habiller bien, d'être séduisant, enfin tout ça, on croirait que ça ne doit plus exister, qu'en réalité voilà, on n'est pas fait pour ça, on n'est plus fait pour ça. C'est-à-dire que vous en faites pas si vous avez plus d'enfants ou si vous hésitez à en avoir, vous pouvez avorter, vous pouvez machin. Finalement, les générations futures n'ont pas de sens. Le monde ne compte pas sur vous. Et alors bizarrement, c'est des pays comme la Russie et la Chine qui font l'inverse total et qui essayent d'encourager au maximum à faire des enfants. Et donc, pour revenir à Pfizer, je pense que les gouvernements vont s'assurer qu'ils embarquent des millions de personnes là-dedans. Donc, bientôt, les enfants seront également vaccinés régulièrement pour les cancers. Et ces boîtes-là feront des milliards, 2 milliards, 2 milliards. Et après, on sera un peu comme dans tous les films de science-fiction. En fait, il y aura des grandes compagnies qui régneront sur le monde, puisque c'est ça le rêve des compagnies. On voit qu'en fait, il y a un monde qui veut rester multipolaire, qui veut que les monnaies soient nationales et qu'elles aient un sens, que ce soit un instrument du pouvoir d'un pays, de frapper monnaie, et finalement que cette monnaie reflète ce que représente le pays pour ses habitants et pour l'international, par rapport à ses ressources, par rapport à son industrie, par rapport à son attractivité touristique, ou son histoire, ou ses monuments, ses musées, enfin bref, toutes ces choses-là. D'autres pays qui pensent qu'en fait, il faut une monnaie unique, un gouvernement unique et le contrôle de toutes les personnes pour garantir une forme de sûreté, donc moins de liberté mais plus de sûreté. Donc ça, c'est le monde de la science-fiction, donc les gens qui regardent la science-fiction. Et il y a une autre partie du monde, et qui n'est pas négligeable, c'est ce qu'on pourra appeler la partie eschatologique. Et donc, vous savez bien, moi, par rapport à ce que j'ai vu sur le portrait officiel du président Macron, et je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet, mais les affiches des Jeux Olympiques, les logos, le couple Macron, qui est très étonnant, toutes les déclarations qu'il a faites, toutes les déclarations que d'autres personnes ont faites, mais également les prophéties. Et donc, un monde eschatologique dans lequel on arrive à la période de l'Apocalypse. D'ailleurs, on avait 2 papes, hein. J'évoque les prophéties de Saint Malachie qui ont été écrites il y a 1000 ans, donc on ne peut pas le soupçonner d'avoir su, et qui évoquait qu'à un moment, il y aurait 2 papes en même temps, un pape blanc et un pape noir, le pape blanc étant Benoît XVI, le pape noir étant François, et qui a bien choisi d'être François, pas François Ier, un peu comme s'il n'y aurait jamais d'autre François après lui. Ce que disait Saint Malachie, c'est que non seulement ça arriverait, c'est la première fois évidemment que ça arrive, mais qu'en plus ça marquerait la fin définitive des papes
de Rome, donc du Vatican. On va voir, est-ce qu'on va le vivre, est-ce que tout ça va paraître complètement anecdotique, comme paraîtra anecdotique le fait ou pas de nager dans la Seine, ou le fait ou pas... Enfin, vous voyez, toutes ces choses sont ridicules. Depuis 40 ans, les maires de Paris disent tous que ce sera possible de nager dans la Seine, et puis depuis 40 ans, c'est pas possible, et c'est même dangereux. Donc, ils nous racontent tout le temps n'importe quoi. Et ça me permet une transition, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, énormément d'eau partout. Alors, ça avait commencé avec des milliers de morts. Il y avait plus de 10 000 morts en Libye, hein, suite à la rupture d'un barrage à cause d'inondations. Pareil, là récemment au Brésil, pareil en Afghanistan, pareil en Indonésie, des centaines de morts. Suite à des inondations. On a eu ça un peu en France, on n'a pas ça cette année, mais n'empêche qu'on a tous vu à quel point il avait plu, énormément plu, et ça a des conséquences favorables, hein, si on veut que les nappes phréatiques soient pleines, mais ça a évidemment des conséquences aussi sur la nature, parce que toutes ces pluies et toute cette grisaille, et il a fait aussi relativement froid, il y a eu des gelées tardives, il y avait même de la neige dans l'Aude il y a encore une quinzaine de jours, donc on peut pas parler de réchauffement climatique, on peut éventuellement parler de dérèglement climatique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des pays où ça a lieu sont des pays qui sont très fiers de faire de l'ingénierie climatique. Et là, j'évoque très rapidement, sans rentrer dans le détail, mais certains jours, c'est fascinant de regarder à quel point les ciels sont zébrés de lignes blanches de façon hyper naturelle. Et petit à petit, parfois, ces lignes blanches se rejoignent et on a l'impression d'être couvert de lignes blanches. Mais également, un certain nombre de personnes ont fait les tests de ce soi-disant sable du Sahara pour se rendre compte qu'en fait, il était très magnétique. Alors, c'est toujours assez bizarre. Donc, voilà, on a une France championne du monde de la récupération avec la récupération des JO pour des raisons politiques, alors que les JO, en fait, sont donnés à un pays pour le sport avant tout. C'est pas les pays qui décident, et pour mettre en place des infrastructures dans le pays qui bénéficieront au sport, et surtout pour que ce soit un événement populaire, mais un événement à la gloire des champions. Même si la devise, c'est que l'essentiel, c'est de participer, on sait très bien que le schéma, c'est champion olympique, et puis médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, etc. Et c'est extrêmement télévisé, les enfants rêvent tous devant ça. Et moi, j'ai beaucoup rêvé, et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'on va faire rêver dans le parcours de la flamme olympique, plutôt avec un trance, avec... des acteurs de cinéma, avec des rappeurs, avec des gens entre guillemets qui sont très éloignés du sport et beaucoup plus proches du monde de la nuit, du monde de l'argent, du monde de la drogue, du monde de la perdition. Et voilà, et c'est extrêmement dommage, puisque à une époque où il faudrait véritablement valoriser le sport avec tout ce qu'il a de bien, eh bien on se rend compte qu'on ne valorise pas du tout ça. Et je pourrais donner beaucoup d'anecdotes sur le sujet. En tout cas, les Russes seront très peu présents, mais en revanche, les Ukrainiens et les Israéliens seront là. Ils seront même, d'une certaine manière, des invités d'honneur. Et voilà, et on a vu ça avec l'Eurovision, et on voit ça tout le temps. C'est une espèce d'inversion permanente. Et combien de députés, d'éditorialistes, de personnes au cours des derniers jours ont dit faut voter pour la chanteuse israélienne. Bon tous les gens qui ont regardé ont trouvé que c'était voilà quoi, moi j'ai pas d'avis parce que j'ai pas regardé, j'ai juste vu des extraits, mais j'ai pas du tout été impressionné. De la même manière que j'ai trouvé détestable les cérémonies sataniques, puisque c'est comme ça que l'appelait le groupe irlandais. Et donc on se dit mais comment ils sélectionnent, enfin le groupe irlandais qui à la fin d'ailleurs
au chanteur suisse qui s'appelle Nemo. Nemo, c'est le même chien que le croisé griffon des Macron, dont j'ai parlé longuement. C'est intéressant comment ils l'ont récupéré à la SPA, où il est arrivé juste quelques heures avant le téléphone de Madame Macron pour dire qu'est-ce que vous avez comme chien, on voudrait en passer dans les jours qui viennent avec le président. Et comme par hasard, il y a ce chien magnifique qui est arrivé. Ils savent même pas comment un chien aussi beau, aussi jeune, aussi est arrivé, a été déposé chez eux, mais il est parfait. Voilà. Et ils ont aussi eu du Kazakhstan des lévriers qui étaient utilisés pour chasser les esclaves. Donc c'était des lévriers chasseurs de sang humain en fait. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose de bizarre dans le choix des chiens par cette famille. Et donc Nemo, Omen, le film Omen, The Omen, la malédiction. Et bizarrement, ce chanteur suisse était devant un soleil noir. Alors vous vous rappelez, les tapis à l'Élysée, soleil noir. Et à un moment, il fait sa chanson. Il y a un soleil noir. Il accepte de porter une couronne d'épines qui lui est remise par la chanteuse qui venait de faire la cérémonie satanique. Enfin, on a l'impression d'avoir assisté, pour ceux qui l'ont vu, et il y avait beaucoup de monde qui regardait la télé, à une cérémonie hypnotique. Et j'imagine que si ça a lieu, s'il y a eu tellement de battage médiatique, c'est pas sans raison. Donc le battage médiatique, c'était pour dire, vous voyez, la chanteuse israélienne a été victime parce que le public l'a plébiscitée. Et ce sont les jurés et qui sont tous des antisémites notoires qui n'ont pas voulu être en ligne avec le vote du public. Alors voilà, il suffit de demander, et c'était le cas puisqu'en fait il y a déjà plein de révélations qui sont faites sur le sujet, mais il y a eu véritablement des bourrages d'urnes, c'est-à-dire que c'était des personnes qui votaient pas une fois, mais qui votaient des centaines de fois, c'est-à-dire des usines de trolls pour truquer. Et donc en fait dans les règlements, ils avaient la possibilité d'enlever une partie des votes. Donc plus vous votiez, plus vos votes de toute façon n'étaient pas pris en compte, parce que je crois que dans la règle, il peut pas y avoir plus d'un certain nombre de votes qui viennent du même téléphone. Donc voilà, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent pour pas grand-chose, mais ça montre à quel point il y a cette volonté d'instrumentaliser tout. C'est minable, c'est misérable, et surtout, ce qui est le plus fou, c'est que ça fonctionne, parce que comment expliquer qu'une chaîne qui a une licence de l'État français pour informer les Français, une chaîne d'information en continu comme CNews, ose parler de confrontation, de face à face, entre deux personnes qui sont connues pour être notoirement sionistes, c'est-à-dire Julien Drey, ancien député, connu pour beaucoup de choses, ses montres, etc., et Goldanel qui est tout le temps sur CNews, donc ou alors il est avocat pour attaquer toutes les personnes qui oseraient ne pas être dans la ligne et qui auraient un peu dérapé. Mais c'est hallucinant, c'est des émissions qui ressemblent véritablement à des autodafés, qui ressemblent à de l'inquisition. On n'est pas dans un face-à-face, on est dans... toute l'audience qu'on a captée, on va véritablement liquéfier leur cerveau, et ça se ressent. C'est-à-dire que si vous discutez avec des personnes qui ont l'habitude de regarder ces émissions-là tout le temps, eh bien ça fonctionne. J'en parle souvent avec des amis qui ont leurs parents ou leurs frères et sœurs ou des fréquentations qui regardent le dimanche soir, comme à une époque certaines personnes regardaient Anne Sinclair ou autre, eh bien, et qui sont convaincus que tout ce qu'ils disent est vrai. Mais forcément, parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a jamais personne en face. Et on m'avait montré une émission, c'était une émission d'il y a une trentaine d'années, ça se passe sur une télé au Canada, un film au Canada, et c'est un producteur de télé qui reçoit un coup de fil et il se fait incendier par l'équivalent du CRIF canadien. Et donc un de ses producteurs de chaîne lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit mais ils ont trouvé que notre émission elle était complètement antisémite. Ah bon, pourquoi et tout? Parce que, tu sais, il y avait... ah bon, mais c'est pas possible. Si, ils m'ont dit ça.
Et le producteur dit, mais c'est pas possible, on a pris 4 personnes qui sont connues, qui sont extrêmement sionistes, qui ont une position qui n'a jamais varié. D'ailleurs, c'était visible dans l'émission. Et en face d'eux, on avait mis une toute petite pro-palestinienne, très timide. D'ailleurs, elle a même pas osé parler pendant toute l'émission. Eh ben, c'est pas assez. Il va falloir qu'on en mette 5. Et puis, il faudra mettre un petit message au début de l'émission et un petit message pendant toute l'émission et puis un message à la fin de l'émission. Et pourquoi? Parce qu'ils nous disent que quand on n'est pas suffisamment clair, etc., c'est comme si on volait la Shoah. Et donc ça, c'est inadmissible. Voilà, mais c'est ça qui revient tout le temps. Alors qu'en fait, ce qui est en train de se passer au niveau de la Cour internationale de justice, c'est qu'ils se demandent, ils s'interrogent à l'initiative de beaucoup d'États s'il n'y a pas un génocide en cours. Et quand on voit les images, quand on voit ce qui se passe avec les ravitaillements humanitaires, 500 médecins et paramédicaux qui ont été tués à Gaza, 150 journalistes, plus de 10 000 enfants, plus de 30 000 enfants amputés. Alors évidemment, on dit, mais c'est pas tellement. Alors, vous trouvez que c'est pas tellement? Vous savez que 10 000 enfants, si on ramène ça à la France, vous savez ce que ça ferait? 10 000 enfants à l'échelle de la France, qui est de 70 millions, ça ferait 350 000 morts, enfants. C'est l'équivalent de la population d'une ville entière comme Orléans, plus qu'Orléans, je pense que 350 000, ça doit être presque Bordeaux. Donc c'est considérable. Considérable, 350 000. Donc évidemment, les chiffres... Alors, mais très étonnamment, quand on parlait de 5 ou 10 morts du Covid, c'était énorme. Quand on parlait d'une vingtaine de morts à Boutcha, c'était les bouchers russes. Mais 35 000 morts en Palestine, parce qu'Israël a le droit de se défendre, c'est normal. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Et je suis fier que des centaines de milliers de personnes manifestent quasiment quotidiennement en Israël, où malheureusement c'est de plus en plus difficile d'avoir des informations, puisqu'il y a une censure qui est extrêmement forte. Bref, donc depuis quelques semaines, comme je vous disais, j'ai l'impression d'avoir des attaques. Je pense que cette vidéo, ce sera pareil. Parce que je fais partie de la cible, je suis plus invité par la plupart des médias. J'étais invité au CSI à Saintes, donc j'avais d'abord eu des gens qui faisaient une table ronde et qui m'avaient proposé de participer. Puis finalement ils m'ont dit non, mais en fait ils préféraient que ce soit quelqu'un d'autre. Ok. Enfin les gens du CSI préféraient que ce soit quelqu'un d'autre. Why not? Puis j'avais été invité par écrit, et j'avais confirmé mon oui, pour participer à une table ronde sur l'intelligence artificielle. Et là, quelques jours plus tard, on me dit, finalement, c'est pas possible, il y a eu des vétos. Et puis évidemment, j'ai creusé pour comprendre ce qui s'est passé, et je vais pas en parler dans cette vidéo, mais sachez que le fait de dire la vérité, de parler avec son cœur, d'oser expliciter comme je le fais de façon factuelle, pour donner du courage, pour parler d'amour, pour parler d'espoir de ce qui se passe. Parce que, en fait, moi, j'ai tout structuré autour de l'espoir. Je crois en Dieu, évidemment Jésus-Christ et Marie, puisque je suis chrétien catholique, mais je crois aussi que sur Terre, il y a des personnes qui agissent pour le bien de l'humanité, qui aiment l'humanité et qui ne veulent pas le chaos, qui ne considèrent pas le chaos comme une étape nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec une eschatologie diabolique qui considèrent le chaos comme une étape nécessaire. On a entendu Netanyahou, on a vu plein de vidéos là-dessus. J'évoquais tout à l'heure Emmanuel Macron, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et c'est contre ça que je m'engage. C'est pour lutter contre ces personnes-là que je considère comme des dangers pour l'humanité entière.
Et ils sont pas les seuls, hein. Il y a Bill Gates, Soros, ils sont beaucoup à être véritablement dangereux et j'en parlerai de façon très précise. C'est ceux qu'on peut mettre sous une étiquette de khazar, sous une étiquette de vampire, sous une étiquette de cannibale. Mettez-les comme vous voulez, ce sont des gens qui sont des adorateurs du diable, pour simplifier. Et donc je suis critique envers tous ces gens-là. Et je suis véritablement admiratif de ce qu'a fait Poutine, évidemment éminemment admiratif de ce qu'a fait Xi Jinping, même si c'est pas lisible de chez nous, parce qu'on continue à parler des Ouïghours, alors que c'est parfaitement faux. Il faudrait que vous rencontriez des Chinois pour leur demander, et des Chinois qui vivent en Chine, hein, et qui sont libres, et qui vous parleront de crédit social dont eux-mêmes n'ont jamais entendu parler, ou toutes ces choses-là. Les seuls pays dans lesquels on veut mettre en œuvre du crédit social, pour l'instant, c'est Canada, Australie, France, etc. Comme par hasard, les usual suspects. Bref, et en ce moment, d'ailleurs, pour parler de Canada, c'est qu'ils ont la volonté de mettre en œuvre une loi qui permettrait non seulement de censurer, non seulement de condamner, pénaliser, etc., enfermer, mais pour le faire, qui aurait le droit d'utiliser même des contenus qui existent d'avant la promulgation de la loi. C'est-à-dire qu'il existe une époque où le fait de dire ces choses-là n'était pas illégal. C'est-à-dire que pour les lanceurs d'alerte, pour les résistants, ou appelez ça comme vous voulez, si vous avez à un temps T dit quelque chose qui était légal au temps T, mais si à une époque dans le futur ça n'est plus légal, vous serez sanctionné parce que vous l'avez dit. Mais ce qui est très étonnant, alors ils disent c'est pas rétroactif, la loi est pas rétroactive, puisqu'en fait les faits comme ils sont sur internet ou dans la presse, en fait chaque jour ils sont frais. C'est-à-dire que tant qu'ils existent en ligne, par rafraîchissement des réseaux internationaux, c'est comme si c'était une actualité du jour même. Et donc elle est fraîche, même si vous l'avez dite il y a longtemps. Et sous-entendu, vous pouvez avoir écrit un livre il y a 20 ans, si vous le publiez aujourd'hui, c'est pas parce que vous l'avez écrit il y a 20 ans, ce qui compte c'est qu'il soit publié aujourd'hui, qui vous rend fautif. Donc c'est ce type de raisonnement qui permettra de passer facilement à la Cour constitutionnelle française ou ailleurs. Mais bref, donc à l'inverse, on a sanctionné et on continue à sanctionner les suspendus. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on sait qu'ils avaient raison, mais à l'époque, ils avaient tort et la loi faisait qu'ils étaient condamnables. Et donc, comme la loi était ça et que dans une période où la loi s'est appliquée, ils ont eu tort, eh ben le fait qu'ils aient raison aujourd'hui n'a aucune importance, ils sont condamnés. Et en réalité, c'est un peu comme avec Assange ou d'autres. L'idée, c'est surtout de faire des exemples, de faire souffrir par avance les gens, de leur dire ne vous aventurez pas sur ce terrain, imaginez ce que vous allez subir si vous vous avancez là-dessus. Et moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui disent petit 1 Bertrand, les gens éventuellement ils s'intéressent un peu à ce que tu dis, mais pas si nombreux que ça, et en plus ils veulent pas t'aider. Bon alors, c'est vrai d'une certaine manière, mais aussi ça s'explique. Parce que quand vous êtes comme moi sur YouTube et que votre chaîne n'est pas monétisée, en fait, elle est nettement moins montrée avec les algorithmes. C'est-à-dire que YouTube fait très peu d'efforts pour vous. Pourquoi ? C'est normal, hein. YouTube gagne de l'argent avec de la pub. Donc, si moi, il n'y a pas de pub sur mes vidéos, YouTube n'a aucun intérêt de la mettre en avant. Et vous verrez, il y a d'autres vidéos sur lesquelles la personne parle bien, mais finalement on ne dit pas grand-chose, c'est vraiment le en même temps, c'est très sympathique, il y a de la pub genre toutes les 10 minutes, et là c'est vu 1 million de fois. Et vous dites, mais comment ça peut être vu 1 million de fois, c'est chiant, et 2 minutes de pub avant la vidéo, après 5 minutes, et après des coupures de pub, c'est pire que les films américains. Mais c'est simple, comme il y a beaucoup de pubs, et que finalement la vidéo dit rien, ou en tout cas elle dit que des choses qui plaisent à YouTube, et YouTube va les mettre en avant. Donc vous devriez vous méfier considérablement des gens qui se disent résistants et dont les chaînes font des dizaines ou des centaines de milliers de vues. Parce que ça ne veut pas dire qu'elles sont populaires, ça ne veut pas dire que ce qui est dit dans ces vidéos est bien, ça veut uniquement dire que YouTube pousse ces vidéos parce que ça répond
à l'agenda des annonceurs de YouTube. Donc demandez à des gens qui sont véritablement résistants et qui parlent de façon extrêmement carrée des sujets, et ils vous diront tous la même chose. YouTube ne veut pas monétiser ma chaîne et je suis obligé d'enlever plein de contenus qui pourraient rendre démonétisés. Et donc on a entre guillemets une espèce d'émission type TPMP quoi. C'est voilà le cirque de la résistance. Donc vous avez des émissions où il y a des gens qui sont invités et puis qui ont le temps de parler entre guillemets un petit peu plus, mais pas des sujets qui fâchent, parce que s'ils parlent des sujets qui fâchent, ça va pas passer sur YouTube, donc ils sont bien briefés avant. Attention, tu dis pas ça, je t'interromprai. Donc tout ça est bien sûr canalisé, donc on va pas trop parler de Gaza, on va pas trop parler des injections, on va pas trop parler de Pfizer, on va pas trop parler du climat, on va pas trop parler de la corruption, on va pas parler des trafics, on va pas parler de toutes ces choses-là. Et donc en réalité, on va parler de pas grand-chose, mais comme des personnes qui étaient pas tellement invitées dans les médias et qui ont la réputation d'être incorruptibles sont allées dans l'émission en question, on va dire tu vois, c'est sympa, il y a ça, non, ils ont l'air de faire plutôt bien le métier. En fait, qu'est-ce qu'ils font plutôt bien? C'est que ils attirent dans leur filet et ils vendent des produits financiers, des produits financiers. Vous trouvez que c'est normal, quand vous êtes censé être un résistant contre le système, de ne vendre que des produits financiers? Non mais, sincèrement, vous trouvez qu'il y a quelque chose de normal, hein, de promouvoir l'outil même de notre esclavage, de se nourrir de l'outil même de l'esclavage? Si encore ils vendaient du miel, des pains d'épices, ou des choses véritablement utiles. Mais non, ils vont vous vendre des formations parfaitement inutiles. Est-ce que quelqu'un qui a 75 ans a besoin de voir une formation sur le survivalisme ou sur le trading haute vitesse ou sur... Non mais franchement, c'est du foutage de gueule. Et alors vous avez envie d'être gentil parce qu'on vous harcèle d'appels téléphoniques, on vous harcèle d'emails et puis vous dites ah non mais il faut, et puis vous tombez dans le piège. Et c'est comme ça. Donc voilà, attention aux nouvelles lois. Alors moi j'aime bien dire voilà, il y a 3 types de personnes en fait qu'on rencontre quand on est un peu dans la résistance. Il y a ceux qui vous disent oh là, mais tout ce que tu dis, je le savais, je savais même mieux et j'aurais pu t'en parler. Alors même quand vous faites des conférences en tout, vous avez des gens, si vous avez une conversation avec eux, ils savent rien, ils savent pas quoi dire. Mais après la conférence, ils savaient déjà tout et ils savaient déjà tout mieux. Mais bon, voilà, vous avez ces gens-là, de toute façon ça existe depuis qu'on est à la maternelle jusqu'après les gens qui savent tout mieux. Vous avez ceux qui ne s'intéressent pas du tout au sujet clivant, mais écoutent par curiosité ou politesse. Ça, il y en a pas mal, mais il faut pas se disputer, tu comprends, il faut pas faire de vagues, il faut se la vivre pépère. Et puis, de toute façon, on peut rien y faire. Donc, autant profiter. Voilà. À la question, mais que vivront tes enfants et leurs enfants? Non, mais t'inquiète pas, il y aura des choses qui se passeront et tout se passera bien. Ok, mais pas avec moi. C'est les résistants d'après la fin de la guerre. Et ceux qui sont sensibles aux faits, mais les faits pris séparément. Mais ils refusent d'imaginer qu'il y ait le moindre lien entre eux. Donc ils veulent pas imaginer qu'entre le World Trade Center et les couveuses, c'est les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes et les mêmes mensonges. Et les mêmes avec la conquête de la Lune, et les mêmes avec les biolabs, et les mêmes avec les élections bizarres, parce que là, de plus en plus, on a quand même des informations qui arrivent de Géorgie à la présidentielle, et on se dit, mais merde, putain, c'est fou, Trump avait raison. Mais circuler, il y a rien à voir, c'est trop tard, et puis maintenant, et puis après tout, voilà, c'est comme ça. Pourquoi 370 000 bulletins ont disparu? Pourquoi des milliers de bulletins ont été comptés 2 fois? Pourquoi non, mais voilà. Et tout ça, évidemment, ça fait pencher des majorités. Mais
après tout, voilà, comme ils avaient réussi à diaboliser Trump, comme ils ont fait avec Ben Salman, comme ils ont fait avec Xi, comme ils ont fait avec Poutine, et comme ils font en permanence avec Elon Musk, qui évidemment parfois a un comportement qui est un peu ambigu sur certains sujets, mais il faut dire qu'il n'a pas vraiment le choix. Vous avez vu la violence qui s'abat sur tous ceux qui refusent de faire allégeance, entre guillemets. Enfin, c'est incroyable. Et donc, il vaut mieux rester tapis, comme l'a fait Vladimir Poutine pendant toute une partie de sa carrière, hein, entre la fin du bloc et le moment où il prend le pouvoir. Bah, il est resté finalement sous le radar, et ce qui lui a permis d'avoir le temps nécessaire pour consolider sa position. Mais pareil pour d'autres. Alors, ce qui m'a surpris d'ailleurs ce week-end, je sais plus pourquoi, j'ai vu des vidéos de MMA. Enfin, c'est ce que m'a proposé YouTube, parce qu'il y avait Poutine dedans, et en fait, on le voyait, il était dans le public, au premier rang, il allait regarder les champions russes. Et il y en a pas mal. Et ce qui était fou, c'est qu'il n'y avait pas de garde du corps, il était au milieu. À cette époque-là, en réalité, il n'y avait pas la volonté de le tuer. C'est-à-dire qu'il pouvait se balader, il était invité en France, il invitait les Français, en Angleterre, aux États-Unis, partout, etc. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il est l'homme numéro 1 à battre, entre guillemets. C'est-à-dire que ça se voit qu'il est tellement spécial, qu'il est tellement unique. Et c'est relativement pareil pour Donald Trump. C'est des gens qui se baladent tout le temps avec énormément de sécurité. C'est vrai pour Xi Jinping. Il faut voir les images. Il a refusé de boire et de manger ce qui lui était proposé. C'est-à-dire que ce qui était apporté sur son assiette, c'était servi par d'autres personnes, c'est préparé par d'autres personnes. Alors que Xi Jinping, quand il est avec Poutine, il boit ce que Poutine lui donne. Il n'a pas son mug à lui bien fermé, etc., auquel il est soif. Donc vous imaginez la méfiance aujourd'hui entre ces deux blocs. Il faut vraiment voir les photos, c'est considérable. Alors, si vous me suivez sur X, vous avez vu ça défiler. Bon, il y a beaucoup d'actualités, donc parfois il faut un peu de temps pour retrouver les images, mais c'est véritablement intéressant de se rendre compte de la méfiance et de la défiance. Il y a vraiment deux mondes, un monde dans lequel les gens ont envie que l'humanité puisse progresser véritablement vers le bien, vers plus de solidarité, vers plus d'amour, vers plus d'intelligence, et ceux qui ont envie de détruire l'humanité et de la remplacer par des machines, en fait, le transhumanisme, voire même les diaboliques qui ont envie d'une apocalypse et seule une petite communauté pourra survivre avec ses esclaves. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je fais pas mal de rendez-vous que j'appelle les rendez-vous les yeux dans les yeux. Et là, je serai le 4 juin à Grenoble pour une conférence. Donc, je mettrai la référence, vous pourrez me contacter pour que je vous donne la référence. J'ai fait une conférence il y a 2 semaines à Biarritz. Ça avait été, selon les organisateurs, vraiment un succès. En tout cas, il y avait pas mal de monde, et ce que j'ai ressenti, c'était les gens ont vraiment beaucoup apprécié. J'ai des projets à Bordeaux, projets dans le sud de la France, donc j'ai pas mal de projets de conférences, et évidemment très régulièrement à Paris, où je propose ce que j'appelle les réunions les yeux dans les yeux autour d'un pot de miel. Donc n'hésitez pas, si vous passez par Paris, à me contacter. Vous avez dans la description de la vidéo l'email où vous pouvez me contacter, et ainsi on se rencontrera et on pourra avoir une discussion à bâton rompu sur les sujets qui vous intéressent. Puisque ce qui est intéressant justement, c'est d'essayer d'avoir une vision globale, une vision humaniste. Le système voudrait que tout le monde ne soit qu'un expert. Alors qu'en fait, on n'est pas des experts, on n'est pas dans des cases confinées, on est des humains et on a vocation à appréhender le monde dans sa globalité. Il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas s'exprimer sur des choses qui nous concernent. On a le droit de s'exprimer sur ce qui nous concerne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, entre guillemets, le droit de vote. Mais on aurait le droit de vote, par exemple, qu'à 18 ans, mais on aurait le droit de choisir son sexe à 12 ans, c'est incohérent. Et les parents auraient l'autorité parentale, mais ils n'auraient pas le droit de punir ou d'éduquer leurs enfants comme on veut, parce que maintenant c'est l'État qui se charge de ça. Enfin, vous vous rendez compte de toutes ces dérives.
Donc, pour moi, le plus important, c'est faire comprendre que quand il y a trop de coïncidences, c'est plus des coïncidences. Quand il y a trop d'incohérences, c'est pas des incohérences. Quand il y a trop de doubles standards, c'est qu'il y a plus de standards, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, on veut déstabiliser, et c'est ce que j'appelle la salsa du démon. Vladimir Poutine parlait de la fin du bal des vampires. On a l'impression que la dernière danse de ce bal des vampires, c'est une salsa du démon complètement folle, complètement machiavélique, où ça part dans tous les sens. Mais on essaie de vous donner tout le temps des explications simples. Les problèmes, ce serait Poutine, ce serait les pangolins, ce serait le CO2, ce serait les mâles blancs dominants, ce serait le terrorisme islamique, ce serait etc., etc. Et donc, pour lutter contre ça, censure, dérive liberticide, inflation, ville de 15 minutes, crédit social, etc., etc. Et on y vient. Ça commencera par des petits quartiers, puis ce sera la France entière, sans parler des caméras, etc. Et encore une fois, ces choses-là, elles pourraient être bien, mais entre de bonnes mains. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes mains. Il y a beaucoup de gens qui sont compromis, etc. Vous imaginez quand même qu'on a des gouvernements de repris de justice dans pas mal de pays du monde. Enfin, je vais pas faire la liste, mais vous savez que c'en est choquant. Et tout à l'heure, j'ai évoqué l'eschatologie. Donc, bref, pas grand-chose à attendre au sein de la résistance. C'est-à-dire que ce qu'il faut attendre, c'est de vous-même, des grains de sable. Unissez-vous, réunissez-vous. Moi, j'ai vu à Biarritz des gens formidables et qui travaillent en continu avec des militaires, avec des médecins, avec des agriculteurs pour essayer de créer des cellules de résistance, des cellules de vie au cas où il y aura un problème. Alors tout ça, c'est informel, mais les gens essaient de se réunir le plus en plus souvent pour être opérationnels au cas où. Ils essayent pas de faire la révolution, ils essaient pas de changer le système à grande échelle, ils essayent juste de voir comment, à petite échelle, modestement, ils peuvent créer des choses qui aideraient le cas échéant. À plus grande échelle, on a évidemment ce que font les Russes à l'échelle de la Russie, les Chinois à l'échelle de la Chine, et d'autres comme Trump qui voudrait le faire, comme Ben Salman qui voudrait le faire, et c'est pour ça qu'ils se rapprochent de l'Iran, etc. Parce que c'est l'idée, c'est d'unir entre guillemets, mais pas pour faire la guerre à quelqu'un, mais pour essayer d'avoir des projets constructifs. Et c'est aussi ce que fait Elon Musk. Alors il a une diplomatie extrême. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il tolère l'intolérable, il n'a pas largué tous les Twitter Files. Donc on n'a pas vu les Twitter Files de la France, on n'a pas vu tous les Twitter Files qui concernaient le Covid ou d'autres sujets. Mais c'est des Twitter Files qui existent. Pour l'instant, il l'a pas fait parce que je pense qu'il voudrait éviter d'avoir un sort comme Assange. Il a des sociétés, il a des projets qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire que des projets qu'a Elon Musk en termes d'intelligence artificielle, en termes d'autonomie, créer son téléphone, etc. Eh bien, c'est tellement crucial pour lui par rapport à sa vision de ce qui est important pour l'humanité que ça lui pose, entre guillemets, malheureusement pas de problème sur le chemin de laisser faire des choses mal. Parce qu'en fait, le mal ultime, c'est véritablement contre ça qu'il lutte. Et si il y a des petits mots sur le chemin, c'est horrible, on est d'accord, mais il peut pas s'occuper de tout. Et donc, il compte sur d'autres personnes, comme vous, comme moi, pour essayer de traiter ces sujets-là. Et il nous donne des outils qui permettent de le faire, parce qu'il y a quand même pas énormément de censure, il faut le reconnaître, sur Twitter. Donc, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les plus habiles marchands du temple sont ceux qui passent pour des héros. Alors que c'est des grosses merdes, souvent des partouzeurs libidineux, voleurs, escrocs, etc. Et à un moment ou à un autre, de toute façon, ils tomberont, même s'ils sont d'une habileté redoutable liée à des années d'expérience de l'entrisme et du camouflage. Voilà, mais il faut se méfier de tout, hein. Je l'évoquais, comment Ben Laden a-t-il pu piloter l'attentat terroriste le plus grand du monde, comment est-ce qu'on a pu aller avec des humains sur la Lune et en revenir, qu'est-ce qui se passait dans les grottes d'Afghanistan avec des tikoïki à dos de chameau, avec des post-it, qui est Brigitte,
y compris Wikipédia, le New York Times, les chefs d'État ou même des professeurs, y compris en université. Donc finalement, on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'ils disent. Mais pour autant, il faut pas se méfier de tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut écouter un peu son cœur, écouter son intuition, regarder qu'est-ce qu'on pense ou pas de ce à quoi on assiste. Et surtout se dire que le diable est d'une efficacité folle. Alors j'ai exprimé par exemple le cas de Greta Thunberg. Donc évidemment, les personnes qui sont un peu sceptiques de plein de choses se disent elle est tellement associée à Obama, à Macron, à Schwab, au World Economic Forum, à une forme d'arnaque sur le climat, puisqu'elle parlait de réchauffement climatique, et on voit que voilà, ça correspond pas tellement à la réalité, ce qui a été annoncé. Mais à 15 ans, voilà, quand vous êtes Asperger, vous êtes peut-être influençable, etc. Et aujourd'hui, elle prend des positions très fermes contre le régime de Netanyahou et pour faire prendre conscience au maximum aux jeunes et à tout le monde du destin des Palestiniens, que ce soit à Gaza et en Cisjordanie. Eh bien, toujours par le même jeu d'équivalence, donc on dit voilà, elle est suédoise, la Suède, c'est devenu l'antre de l'islamisme, Malmö, le machin, elle fait des manifestations, elle est antisémite en fait, elle est contre cette pauvre chanteuse israélienne de 20 ans qui avait besoin d'avoir 100 gardes du corps, etc. Et en fait, elle fait partie des gens qui veulent voler la Shoah, elle fait partie, etc., etc. Et moi, ce que je pense, pour avoir écouté ce qu'elle disait, et ce qu'elle exprime, en fait, les gens à Harvard, au MIT, dans toutes les grandes universités américaines, mais un peu partout dans le monde, l'expriment de la même manière. C'est-à-dire que les choses vont trop loin, qu'on ne peut pas être complice de ça. De la même manière que beaucoup de gens disaient qu'on ne pouvait pas être complice de ce qui se passait au Yémen, sans trop comprendre pourquoi. Et puis des gens inventent des génocides qui n'existent pas. Ils disent voilà, il y a des génocides là et là et là, pourquoi vous en parlez pas? Et puis quand vous cherchez, personne n'a rien à dire parce qu'il n'y en a pas. Donc ça, tout ça, ça fait partie des choses qui sont inventées pour faire culpabiliser. Comme je vous disais, il y a des tas de personnes qui sont payées sur Internet par des États ou qui sont au sein de groupes privés financés par des États, ou les fact-checkers, ou les gens comme ça, et dont le seul rôle, en fait, c'est de briser les esprits et d'empêcher aux gens de croire ceci ou cela, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus à quel sens vouer, et quand on est perdu, évidemment, on ne peut pas s'engager. Puisque quand on s'engage, il faut savoir pourquoi on s'engage et il faut savoir un peu ce qu'on a comme objectif. Quel est l'objectif? Moi, par exemple, mon objectif, c'est d'essayer d'être comme un agriculteur, de semer des graines de bon sens, de semer des graines de faits, de semer des graines de liens entre les faits et de faire en sorte que petit à petit, il y ait de plus en plus de personnes qui sont armés intellectuellement pour être à leur tour des agriculteurs qui vont semer des graines et ainsi de suite. Alors peut-être que c'est un espoir, mais c'est mon espoir. Voilà. Et si par ailleurs je pouvais décemment avoir l'impression que ça a de l'intérêt et que vous m'envoyez vos remerciements sous une forme ou sous une autre, eh bien c'est encore mieux. Eh bien donc Greta Thunberg, tout de suite, vous avez, tout à l'heure j'ai évoqué un plateau de CNews, sur ce genre de plateau, on va la traiter d'antisémite, on va la traiter de tous les noms, et c'est génial parce que c'est pavlovien. Donc derrière le mot Greta Thunberg, les gens aiment pas. Et donc les gens aiment pas quelqu'un qui est antisémite. Et donc comme les amis de mes amis sont mes amis, et les amis de mes ennemis sont mes ennemis, et vous voyez ce type de raisonnement, et d'un seul coup, les gens se disent, j'aime moins Greta Thunberg que Dre et Goldanel, donc je vais me mettre à aimer bien ce que disent Dre et Goldanel parce qu'ils attaquent celle qui est vraiment la super ennemie parce que c'est l'ami de mes super ennemis. Et les gens sont divisés. Et moi j'ai reçu plein de messages comme ça, me disant mais c'est peut-être logique finalement, parce que Israël c'est peut-être un rempart contre l'islamisation et contre les banlieues, et il donne le bon exemple. Mais tout ça c'est ridicule. Vous savez, si vous regardez, en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, on sait, avec le dossier Mur de Jéricho, New York Times et autres, et un extraordinaire document produit par Al Jazeera, qui a vraiment des doutes sur
les circonstances du 7 octobre. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est fascinant quand on a entre les mains les études et qu'on prend le temps de regarder. J'avais publié souvent des extraits de ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, on sait très bien qu'il y a énormément de gaz au large de Gaza. Et ça représente des dizaines, des centaines de milliards, peut-être même des milliers de milliards. Et d'ailleurs, le fait que Gaza s'appelle Gaza, c'est peut-être pas une coïncidence. Et on a également quelque chose d'eschatologique très fort. Donc cette idée de reconstituer le grand Israël. Donc de reconstituer le troisième temple. Et c'est pour ça d'ailleurs que le nom choisi n'est pas le hasard. Et donc on sent que tout ça finalement n'est pas du tout lié à ce que beaucoup de personnes croient. Cette guerre, c'est pas forcément pour se défendre. Et on voit bien d'ailleurs que le Hamas avait accepté toutes les conditions, mais n'empêche que Israël, qui espérait que le Hamas accepterait pas, a décidé de continuer comme si c'était rien passé. Vous imaginez, vous signez, vous proposez des conditions de paix et la personne accepte tout, puis vous dites non, mais finalement je veux pas la paix, moi je continue. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, les Américains avaient validé, tout le monde avait validé, les Israéliens, puisque c'était ça qui était censé être final, ils n'avaient rien revu par rapport au doc, puisque c'est des allers-retours avec des tiers de confiance au milieu, et qui était revenu d'Israël avait été entièrement validé par le Hamas. C'est comme les décisions des Nations Unies, dans lesquelles les Américains n'ont pas mis leur veto, donc ils se sont juste abstenus, qui ordonne un cessez-le-feu sans condition, et il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Mais surtout mais en fait, Israël s'en fout, ils font ce qu'ils veulent. Et vous savez, quand aura lieu au plus tôt la décision de la Cour internationale de justice? En 2026. 2026, au plus tôt. Et après, il y aura toujours des possibilités de, je sais pas quoi, d'appel, de machin. Donc, avant, peut-être en 2030, vous savez, l'agenda 2030, ils seront accusés. Mais d'ici là, il y aura eu tellement d'intimidation, de changements de juges. Vous imaginez quand même que le président de la Cour pénale internationale, dans une conférence, dit « on n'a jamais été aussi intimidé ». Il y a des parlementaires américains qui ont signé une lettre disant aux gens de la CPI que s'ils mettaient des mandats d'arrêt sur Netanyahou, des ministres ou des militaires, ils seraient attaqués par les États-Unis. Que l'Afrique du Sud est attaquée aujourd'hui et menacée par les États-Unis. C'est quand même incroyable. Donc, il y a vraiment une difficulté à comprendre les choses. Et évidemment, comme je dis, il y a ces spin doctors qui font en sorte qu'ils vous retournent le cerveau. Spin, c'est comme ça veut dire retourner. Et donc des gens qui vous font croire l'inverse de ce qui serait logique à croire. Et voilà. Donc ils sont rémunérés pour ça sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Et donc ils vont vous caricaturer comme ils le font, j'ai expliqué pour Greta Thunberg, mais pour tout. Mais ce sont les mêmes qui sélectionnent les vrais faux terroristes. C'est-à-dire qu'on a vu maintenant, on a compris le mode opératoire pour ceux qui en doutaient, des Tadjiks. Donc on sait que c'est des gens qui ont été très peu payés, ils ont été trouvés dans des communautés, c'était des jeunes pères en difficulté financière, un peu désœuvrés, etc., qui avaient été soldats, qui avaient eu des services militaires, qui avaient un peu de savoir-faire et qui ont été formés. On a vu qu'il y avait des centres de formation auxquels ils étaient en Turquie et qui ont fait cet attentat. Mais ils n'étaient pas seuls, on sait qu'il y avait beaucoup de monde et on sait que l'enquête, elle amène vers évidemment les services secrets ukrainiens, la présidence ukrainienne. D'ailleurs maintenant ils sont dans la liste des most wanted du ministère de la Justice russe. Et on a tout ça en fait qui se met en place et qui montre bien que on a véritablement des problèmes majeurs dans la manière avec laquelle on peut apprécier les choses si on ne les voit qu'à l'aune des médias qui nous retournent le cerveau.
Et ce qui est terrible, d'ailleurs, c'est qu'on a une léthargie déconcertante par rapport à ça. Pas de corps organisé, pas de syndicats, pas de partis politiques. En réalité, ils mangent tous à la même gamelle et vont tous dans les mêmes clubs libertins, bi ou gays, ou leurs soirées chemsex. Enfin, on voit, c'est délirant. Et il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les positions, par exemple, du Rassemblement national sur le Covid, sur l'Ukraine et sur Israël. En fait, ils sont hyper Macron-compatibles. Donc, ils veulent faire de débats, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont également compatibles au niveau de l'UE, parce qu'en fait, ils trouvent que l'UE, il y a des choses à changer, mais ils veulent pas s'en débarrasser. Mais par ailleurs, ils sont quand même tellement compatibles qu'ils sont étiquetés d'extrême droite. Parce qu'en fait, c'est ça la seule différence, c'est l'étiquette qu'on peut leur mettre dessus. Donc, voilà. Donc, c'est fou, quoi. Les mondialistes, ils doivent vraiment se marrer de Davos, des cercles fermés à Paris ou à New York ou Washington, en regardant le côté ridicule des pays européens qui ont accepté d'avoir Sunak, Scholz, Macron, Meloni à leur tête, mais qu'en fait, tous ces gens-là... finalement, ils œuvrent de la même manière avec un rôle, encore une fois, très, 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 très particulier et dangereux. Pour Macron, je le répéterai jamais assez. Mais voilà, il faut penser printemps, il faut penser été, il faut penser vacances, il faut penser wokisme. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de suivre mon Substack, Bertrand55. Donc, vous faites Substack, S-U-B-S-T-A-C-K. Et mon compte, c'est Bertrand55. Mais YouTube, tweet, etc. Voilà, j'avais encore beaucoup de choses à dire que je dirais dans une autre vidéo. Je voulais un peu expliquer comment se passait la censure. Je voulais expliquer comment se passaient les algorithmes, comment ils favorisent, entre guillemets, les gens qui disent des discours compatibles, donc qui peuvent avoir de la pub, donc. Et en fait, moins vous en dites, plus vous dites en ligne, plus vous gagnez de l'argent et plus vous êtes sympa. Donc quand les gens considèrent que ce qu'ils font, c'est d'abord un job pour eux et pour leur intérêt et par pur égoïsme, eh bien, on le voit là parfaitement. Dire que Xi a été inébranlable dans sa visite en France, qu'il va se passer énormément de choses dans les mois qui viennent et que j'espère que ça ressemblera pas à Soleil Vert. Je rappelais également dans les notes que j'avais prises ce que Lavrov disait il y a un peu plus de 2 ans après le lancement de l'opération spéciale. Il disait que si la Russie ne s'était pas levée en février 2022, eh bien, plus aucun pays n'aurait pu, parce que le système, il était en train de devenir trop fort et il était incontrôlable. Et grâce à ce qu'a fait la Russie, d'autres pays ont eu le temps pendant 2 ans, par exemple en Iran, mais pendant la même période avec la Chine, de commencer à fourbir leurs armes et à être prêts, le cas échéant, à un conflit mondial qui pourrait avoir lieu si les Russes ne réussissent pas à durer suffisamment longtemps pour que, comme je disais, le système de l'empire du mensonge, de l'empire de l'arnaque, de la pyramide de Ponzi, de la fausse monnaie, de la fausse vérité, de la fausse humanité, le faux tout, s'effondre sur lui-même. Et nous, on est au cœur de ça. Alors évidemment, ça se ressent pas quand on est sur les terrasses de café, ça se ressent pas à plein d'égards, mais la réalité, c'est que c'est là, que ça arrive et que personne ne veut s'en rendre compte. Et c'est un peu comme le film Don't Look Up, qui pour moi était un film qui expliquait bien en fait tout ce système et la capacité des personnes au pouvoir de sans arrêt nous mentir, de nous faire des rêves de château en Espagne et de lendemain meilleur dont ils sont incapables. Donc on a vu les Jeux Olympiques, la scène, la gabegie, le machin, etc., etc. Je vous remercie, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous inscrire à mon Substack. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, newsletter @55lecampanile.com. Je l'écrirai
newsletter à 55 le Campanile. J'ai besoin de vous. J'ai véritablement besoin de vous. Et sachez que vous pouvez compter sur moi. Donc j'espère que je peux également compter sur vous. À très bientôt et merci beaucoup.